Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la souveraineté européenne, en pleine polémique sur les propos d'Emmanuel Macron sur Taïwan. Le chef de l'État français de retour de Chine est aux Pays-Bas, en visite officielle où il défend l'autonomie stratégique qui doit être le combat de l'Europe, dit-il. On va s'interroger justement sur la place de l'Europe face aux États-Unis et à la Chine en pleine guerre en Ukraine. Et alors que les tensions montent dans l'Indo-Pacifique autour de Taïwan, que signifie l'autonomie stratégique de l'Europe en pleine guerre en Ukraine? Comment construire un IRA européen inspiré de l'IRA américain? Comment se place l'Europe dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine? On en débat tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nicolas Bavrez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, économiste, éditorialiste au Point et au Figaro. Auteur, c'est votre dernier ouvrage, de Démocratie contre les empires autoritaires. Et c'est aux éditions de l'Observatoire. Bienvenue à vous. En face de vous, Pascal Lamy, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous avoir, ancien directeur général de l'OMC, coordinateur des instituts Jacques Delors. Bienvenue également. Benjamin Corrier est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de sciences économiques à l'Université Paris 13, membre des économistes atterrés, auteur Le bien commun, le climat et le marché. C'est au lien qui libère. Vous pouvez participer à cette émission sur le hashtag débat F24. Et avant de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un point en images. Plus de 2 jours après leur parution dans le quotidien économique Les Échos, les propos du président français continuent de susciter la controverse. Dimanche de retour de Pékin après 3 jours de visite officielle, Emmanuel Macron a exhorté l'Europe à ne pas être suiviste des États-Unis ou de la Chine sur la question de Taïwan, se refusant à entrer dans une logique de bloc à bloc. Défendant une vision d'autonomie stratégique, il appelait à l'indépendance et à la souveraineté européenne face aux alliés américains pour défendre une pensée stratégique propre à l'Union européenne. Des remarques qui, pour certains, comme le Premier ministre polonais notamment, compromettent l'avenir de l'alliance entre l'Europe et les États-Unis. Mais dès lundi soir, la Maison-Blanche temporisait, renouvelant sa confiance. Je laisserai le président Macron faire les commentaires qu'il souhaite faire. Nous avons parfaitement confiance dans l'alliance solide et la forte amitié qui existe entre nos deux pays. Nous travaillons ensemble dans la région Indo-Pacifique, sur l'Ukraine évidemment, en Afrique, sur le Sahel contre les menaces terroristes. Notre coopération bilatérale est de grande qualité. Donc nous nous concentrons là-dessus. La polémique a également enflé parce que certains en Europe ont jugé que le président français avait fait cavalier seul sans se concerter avec les Européens. Autant il peut parler au nom de la France, et encore cela suscite un certain nombre de réactions, autant il ne peut pas parler au nom de l'Europe, car naturellement l'Europe fait confiance aux États-Unis. Regardez la Pologne, regardez les Pays-Bas, l'Allemagne qui continue à livrer, à acheter des avions F-16 aux Américains. Il n'y a pas aujourd'hui de défense européenne, il n'y a pas de défense stratégique européenne. Mardi, par la voix du porte-parole de la Commission européenne, Bruxelles a indiqué que l'Union européenne reste fermement opposée à toute tentative de modification par la force du statu quo existant à Taïwan. Voilà, et on va écouter un extrait du discours d'Emmanuel Macron qui a eu lieu aujourd'hui à La Haye, aux Pays-Bas. Si vous acceptez de perdre votre souveraineté, c'est-à-dire si vous acceptez de dépendre d'autres puissances, vous vous mettez dans la situation de ne plus décider pour vous-même, de ne plus prendre en charge de continuer à développer et préserver votre propre identité. Défendre notre souveraineté ne signifie pas se détourner de nos alliés, mais être capable de choisir nos partenaires et nos propres destinées, plutôt que d'être témoin de la dramatique évolution de ce monde. Pascal Lamy, vous qui avez été à la tête de l'OMC, mais aussi commissaire européen pendant longtemps, vous connaissez très bien la Chine. Quel est votre regard sur justement ces propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il exhorte l'Europe à ne pas être, je cite, suiviste des États-Unis ou de la Chine sur la question de Taïwan? Est-ce qu'il signifie qu'il faut mettre à dos les États-Unis et la Chine? C'est un peu comme ça que ça a été interprété. Non, je crois qu'il ne faut pas mélanger totalement les deux sujets. Il y a le sujet de savoir si l'autonomie stratégique est une aspiration européenne légitime, et je crois que oui. Et puis, il y a le cas de Taïwan, sur lequel je crois qu'il faut en général marcher sur des œufs, parce que nous connaissons la position chinoise. Elle est qu'un jour,
la Chine devra être réunifiée avec l'île de Formose, comme on disait dans le temps. Ça, c'est ce que souhaitent les Chinois. Bien. Ça, c'est la position chinoise. Ça n'est pas la position de Taïwan. Et la grande question, c'est, y aura-t-il un jour une menace sérieuse de la Chine continentale sur Taïwan, soit sous forme économique, soit sous forme militaire? Et la réponse? Je pense personnellement que c'est pas demain la veille, mais je peux me tromper. J'ai toujours pensé que la Chine a le temps. Elle sait gérer le temps. En général, sauf depuis Mao et la révolution culturelle, les Chinois se sont comportés de manière rationnelle. Et pour l'instant, mettre la main sur Taïwan, ça comporterait, du point de vue chinois, à mon avis, plus d'inconvénients que d'avantages. Et donc, attendons. Alors, il y a un bémol à ça, qui est que le régime chinois est aujourd'hui un régime très largement unipersonnel, à la différence de ce qui s'était passé, en gros, depuis Mao Tse-tung, où ils avaient tenu compte des leçons et bâti une direction plus collégiale. Ça n'est plus le cas. Et donc, M. Xi Jinping peut, à un moment, faire l'erreur de mettre la main sur Taïwan trop tôt. Je pense que la réponse à votre question, elle est entre les mains des Chinois. C'est les Chinois qui décideront, le moment venu, du sort de Taïwan. Mais et les s'ils Taïwanais devaient le faire par la force, bien sûr, évidemment. Et je pense qu'à terme... C'est pas d'abord les Taïwanais, pardonnez-moi. Non. C'est pas d'abord les Taïwanais qui décident de la souveraineté de Taïwan. Aujourd'hui, c'est la Chine continentale qui décidera à terme de ce sort. S'ils le font de manière en usant la force, alors le mistigris passe du côté américain. Et quant à l'Europe, elle n'est pas équidistante des États-Unis et de la Chine dans cette affaire. L'Europe défend le principe de la souveraineté, y compris sa propre souveraineté, et par conséquent, si la Chine mettait la main sur Taïwan par la force, alors l'Europe aurait un problème sérieux. Et elle devrait peut-être intervenir dans ce cas, donc. Pour défendre Taïwan, ça reste quand même toujours la question. Je pense que ceux qui sont en première ligne pour savoir s'ils interviennent ou non, ce sont les Américains. Et donc, si ça devait se passer, ce que j'espère ne se passera pas à court terme, ce sont les Américains qui sont en première ligne. Et la question qui sera à ce moment-là posée à l'Europe, c'est est-ce qu'on fait comme les Américains ou non? Ce qu'a dit Macron, c'est qu'il ne faut pas les suivre. On n'est pas toujours à faire la même chose que les Américains dans les grandes questions géopolitiques. Nicolas Bavrez, mais il met quand même dos à dos la Chine et les Américains, Emmanuel Macron, dans ses propos. Non. Parce qu'il l'a mis... Non, je ne crois pas. Quand il parle de suivisme ou de non-suivisme... Non, vous savez, c'est Sun Tzu dans l'art de la guerre qui dit que la grande science, c'est de faire vouloir à autrui exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Et c'est ce qu'a réussi Xi Jinping avec le président Macron. C'est-à-dire que cette position est exactement la position que peuvent attendre le régime chinois. Et c'est exactement la position qui peut faciliter la guerre. Pourquoi ? Parce que c'est exactement la même erreur que Obama en Syrie avec les lignes rouges, qui a donné le signal à Vladimir Poutine qu'en réalité, il avait le champ libre. Aujourd'hui, si l'on veut, effectivement, il ne s'agit pas de... l'idée, c'est de laisser le statu quo. Mais le statu quo, ce n'est pas du tout l'Occident qui veut le faire bouger, c'est le régime chinois. Un régime chinois qui a bougé, effectivement, qui est un régime qui revient au maoïsme, qui est un régime de pouvoir à vie et absolu, un régime très dur sur le plan idéologique et qui est maintenant très agressif sur le plan extérieur. Donc c'est une triple faute. Premièrement, une incompréhension de ce qu'est le régime chinois et ses ambitions. Deuxièmement, évidemment, c'est une position qui nous isole complètement en Europe et dans le monde occidental. Et c'est une position qui est contraire, par ailleurs, à un nombre de positions françaises. Parce que comment est-ce qu'on peut faire ça et dans le même temps expliquer qu'on veut une stratégie indo-pacifique? Et la stratégie indo-pacifique, il faut être clair, quand on envoie des bâtiments de guerre dans le Golfe, dans le détroit de Taïwan, c'est pour défendre la liberté de navigation. On la défend contre qui ? Contre les Chinois. Donc, il y a là une incohérence complète vis-à-vis de ce qu'est la Chine,
vis-à-vis de nos alliés et vis-à-vis, par ailleurs, des positions que nous prenons, par ailleurs, en matière stratégique, y compris dans la loi de programmation militaire. Benjamin Correa, votre regard pour rebondir. Moi, ma réaction, c'est que je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Il faut bien distinguer les deux questions. La question de l'autonomie stratégique et la question telle qu'elle se pose aujourd'hui à Taïwan. Et je pense qu'on va discuter... Mais c'est un message politique tout de même. On va discuter de l'autonomie stratégique tout à l'heure, qui est quand même, me semble-t-il, plus important stratégiquement, si j'ose dire. Alors, est-ce qu'on peut la définir, cette autonomie stratégique, sans justement faire référence à l'Ukraine, sans justement faire référence aux démocraties, à Taïwan? Il faut la définir, y compris par rapport à ça. Comment dire? Enfin, moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Il y a des moments où il est très important et juste de s'opposer, y compris aux Américains. Heureusement qu'on ne s'est pas embarqué dans la guerre en Irak. Qui s'en plaint? Qui s'en plaint? Certainement pas l'ensemble des peuples du monde et certainement pas les Irakiens. Et aujourd'hui, les Américains traînent ce boulet et ils vont le traîner encore pendant un certain temps. C'est sûr. Mais maintenant, on a une guerre en Europe. Bien. Bon, alors on a une guerre en Europe, mais les alliances sont claires. Hein, je veux dire, l'OTAN a profité de la situation d'agression de la Russie et de la violation du territoire ukrainien et de l'occuper pour se reconstituer. La France n'a pas, à ma connaissance, eu la moindre hésitation sur le côté dans lequel elle est. Donc on ne peut pas faire ce procès-là à Macron. À mon avis, c'est pas juste. La question qu'il pose... vous connaissez ma position en général vis-à-vis de Macron et du macronisme. Hein, c'est pas une position de suivisme. Mais qu'il revendique le principe d'une autonomie stratégique de l'Europe et de la France, malheureusement, ça ne veut plus rien dire. Autant qu'elle est possible, me paraît parfaitement justifié. Parfaitement. J'ai juste deux petites remarques. C'est que l'autonomie stratégique seule contre tous les pays européens, ça n'est pas crédible. Ça, premièrement. Oui. Deuxièmement, la Chine, elle ne vise pas seulement les États-Unis. Il faut quand même écouter les dirigeants. Xi Jinping, et quand il va également à Moscou avec Poutine, leur cible, c'est pas seulement les États-Unis, c'est clairement dit, c'est l'Occident. Et l'Europe est désignée par ces régimes comme en faisant partie. Donc ce qu'on défend, évidemment, il ne s'agit pas de l'alignement avec les États-Unis, n'a aucun sens. Ce qui est important, c'est de défendre les intérêts de la France et les intérêts européens. Il le formule et ces intérêts sont menacés par l'alignement sur la dernière déclaration américaine. Nicolas Bavray, il est inexact de dire que quand Macron défend le principe de l'autonomie stratégique européenne, il ne parle pas pour l'Europe. Ce principe a été adopté par les institutions européennes, par le Conseil européen depuis un certain nombre d'années. Et donc, discutons de savoir s'il a eu raison de dire et comment il l'a dit, ce qu'il a dit sur Taïwan. Mais ne mélangeons pas, encore une fois, les deux questions. Le principe de l'autonomie stratégique fait maintenant partie des aspirations de la construction européenne. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, ce principe? Vous pouvez l'expliquer. Venons-y. Pascal Lamy, l'autonomie stratégique de l'Europe, c'est-à-dire 27 pays. Ne faisons pas trop de philosophie. Il vient du fait que, depuis 10 ans, toutes les crises qui ont frappé et endommagé l'Europe sont venues de l'extérieur. À commencer par la crise financière de 2008, en passant par les réfugiés, en passant par l'Ukraine, en passant par le Covid. Donc, il est naturel qu'après 10 ans où on a été meurtri par des crises venant de l'extérieur, on décide de se durcir un peu vis-à-vis de l'extérieur et donc d'avancer dans une certaine forme de souveraineté. Ne nous faisons pas d'illusions, ça prendra beaucoup de temps. Donc ça veut dire quoi? Les Européens sortent de la naïveté, sortent de... Non, ce concept de naïveté m'a toujours paru un peu curieux. Mais distinguons la défense et la sécurité, l'économie et la technologie, pour faire simple. En matière de défense et de sécurité, il est évident que l'aspiration à la souveraineté de l'Union européenne, et pas des membres de l'Union européenne aujourd'hui, ça ne tient pas la route. Nous savons parfaitement que si il n'y avait pas l'OTAN et les Américains, l'Ukraine serait aujourd'hui une province russe. Donc c'est une illusion. Non, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une réalité aujourd'hui, c'est une aspiration. En matière économique, c'est beaucoup plus qu'une aspiration, c'est déjà une réalité, même si
Il reste beaucoup à faire. En matière technologique, c'est une aspiration, et là, on a du retard. Alors, ça fait beaucoup d'aspirations quand même pour oui, les réalisations. Oui, mais vous savez, la construction en européenne, ça a souvent été une question d'aspiration. C'est quelque chose à construire. C'est quelque chose qu'on a envie de faire ensemble pour un certain nombre de raisons. Et l'état du monde aujourd'hui, la brutalisation du monde, amène normalement les Européens à se dire qu'il faut qu'on soit un peu plus fort ensemble. On va écouter d'ailleurs, je vous fais réagir juste après, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. L'Europe n'est pas alignée ni avec les États-Unis ni avec la Chine, même si bien entendu nous sommes alliés clairement avec les États-Unis, et notamment, et entre autres, dans le cadre de la guerre en Ukraine, avec le soutien évidemment que nous apportons. Mais voilà, on a cette voie qui est un peu singulière et qui est très importante de préserver parce que c'est évidemment l'Europe dont il s'agit. Nous devons être conscients de nos forces et nous en avons pour pouvoir peser dans le monde tel qu'il vient. Ça va être un monde qui va être compliqué, peut-être même certains disent à certains égards violent. Il est très important que l'Europe soit confiante et soit bien responsable de ses forces. On augmente avec l'autonomie stratégique, avec la défense, avec notre autonomie en matière industrielle. Donc il vous rejoint, hein, Nicolas Bavrez, en réaction justement. Est-ce qu'on y va quand même ou pas? Est-ce que concrètement ça va avancer? Parce que là on parle des grands principes. Non, mais sur l'analyse, je pense qu'on est d'accord. C'est-à-dire qu'on a une mondialisation qui se fragmente, qui se reconfigure en bloc. Ensuite, on a de plus en plus de chocs et de crises auxquels il faut réagir. On a un continent européen qui s'est découvert dépendant de la Russie pour l'énergie, de la Chine pour les biens essentiels, des États-Unis pour l'armement, la technologie, et puis maintenant pour le gaz. Donc, effectivement, ensuite, le choix, il est clair. On a dit, il y en a un premier, mais qui est le choix de beaucoup de nos partenaires européens, il faut quand même l'entendre, qui est l'alignement sur les États-Unis. Ensuite, le deuxième positionnement... Ça, c'est un choix européen, l'alignement? Non, c'est celui de la Pologne. C'est celui d'un certain... Et voilà. Tout un groupe de pays derrière la Pologne. Donc, ce qui est un élément nouveau en Europe. Hein, par exemple aussi des Baltes ou d'un certain... Parce qu'ils sont confrontés et qu'ils n'ont pas de réassurance pour l'instant possible uniquement européenne. Donc, premier modèle, c'est l'alignement sur les États-Unis. Le deuxième modèle, c'est un espèce de pont entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Et le troisième modèle, c'est de faire une Europe puissance, donc ce concept d'autonomie stratégique. Effectivement, avec les trois blocs, le bloc économique, y compris avec sa dimension climatique, et on est pris entre l'IRA, les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, on va y revenir. La technologie, et puis la défense. Mais ce qu'il faut quand même voir aujourd'hui, où est-ce qu'on est concrètement, c'est que sur le côté défense, on n'y est pas du tout. Il est clair qu'avec l'Ukraine, le vrai mouvement, c'est qu'on a réotanisé le continent. Donc là, on n'a pas le choix. Sur l'Iran, en fait. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Mais les systèmes de défense sont des systèmes de moyen long terme. Donc, de toute manière, l'Europe est le seul continent qui a continué à désarmer jusqu'en 2015, alors que tout le monde réarme depuis 2001. Donc, maintenant, on a, de toute manière, il n'y avait guère le choix. Il y a une question qui se pose, effectivement, sur la réaction et la riposte à l'IRA, qui est quand même un mécanisme d'une puissance et une machine à désindustrialiser l'Europe et à faire la transition climatique, mais aux États-Unis. Et puis, il y a la riposte en matière de technologie. Ce qu'il faut quand même rappeler, deux choses rapides sur les États-Unis, c'est que s'en remettre à eux, c'est quand même s'en remettre à un pays dont la démocratie est très fragile et vacillante. Et il suffit de voir le retour de Trump aujourd'hui, qui aura une politique très différente. C'est quand même plus démocratique que la Chine. Évidemment. Et que la priorité, c'est pas dur, hein. Et que la priorité stratégique des États-Unis, ça reste la Chine et pas l'Europe. Et troisième chose, c'est que de toute manière, les États-Unis et l'OTAN ne couvriront jamais des choses qui nous sont très importantes. D'abord, ils ne s'intéressent plus du tout à la lutte contre le djihadisme. Et puis, la protection des frontières européennes hors la frontière orientale avec la Russie, ce n'est pas le problème de l'OTAN. Donc, si on veut stabiliser la Méditerranée, c'est à nous de le faire. Les États-Unis ne le feront pas à notre place. Benjamin Corrière, vous soulevez justement cette problématique. Tous les Européens ne sont pas d'accord sur la ligne. En l'occurrence, vous parlez de cet alignement sur les États-Unis, beaucoup plus à l'Est qu'à l'Ouest. Oui, c'est une des difficultés à laquelle on est confronté.
on avait un bloc de Visegrad qui était un bloc autoritaire, récalcitrant à l'intégration européenne, etc., et qui posait toute une série de problèmes, parce qu'en plus, il était non seulement non démocratique, mais avec des tendances ouvertement presque racistes, hein, la manière dont il a traité la crise des réfugiés, etc. Bon, maintenant... de la Hongrie, là. Hein. Oui, je parle principalement de la Hongrie et puis ce qu'il y avait autour. Maintenant, ceci s'est désagrégé. La Pologne, qui est la pire des démocraties, j'espère que vous me concéderez ça. Hein, démocratie illibérale. Oui, absolument. Est en train de devenir... Est en train de devenir leader en Europe. Mais c'est plus grave. En ce qui concerne les prises de position diplomatiques, ils ont été les premiers à envoyer des chars, ils sont les premiers à envoyer des avions, ils sont les premiers à critiquer Macron sur le fait qu'il ne veut pas se mettre complètement derrière l'OTAN. Bon, donc on a une situation très difficile en Europe. Juste quand même sur le Pacifique, je voudrais juste rappeler ce qu'a été la brutalité américaine. Vous vous rappelez de la crise de l'AUKUS ? Vous vous rappelez que c'était la France qui était à la manœuvre avec l'Australie et que les Américains les ont balayés comme si de rien n'était. Et alors, il faut rien dire. Il faut considérer que parce qu'il y a la guerre en Ukraine, les Américains peuvent faire ce qu'ils veulent où ils veulent. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bon, alors maintenant, la grande question, parce que malheureusement, sur le plan diplomatique et militaire, on est pieds et poings liés, là, vous l'avez bien dit. C'est réglé l'affaire. La grande question, et en tout cas pour le moment, c'est un objectif. La grande question, c'est la question économique maintenant. C'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'IRA, et plus généralement, parce que je pense que vous avez bien posé la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la fragmentation du monde, hein, et à la fin de la globalisation. Hein, les jours heureux sont finis et bien finis. Alors justement, l'IRA, on va l'Inflation Reduction Act, pour expliquer aux téléspectateurs. Sous le prétexte de réduire l'inflation, tout en défendant l'environnement, l'administration américaine a donc fait passer ce fameux IRA qui autorise une dépense publique supplémentaire de 737 milliards de dollars sur 10 ans, dont 369 milliards en subventions et crédits d'impôt. Ce qui fait conséquence directe, Tesla par exemple a renoncé à son projet d'usine de batterie en Allemagne pour recentrer ses productions aux États-Unis. Le consortium énergétique espagnol Iberdrola et l'entreprise aéronautique française Safran ont décidé de délocaliser une partie de leurs activités outre-Atlantique. Et ce n'est pas terminé. Pascal Lamy, donc une question, vous en plus qui avez été à la tête de l'OMC. C'est gigantesque ce qui se passe avec l'IRA. Comment une IRA européenne peut-elle concurrencer une IRA américaine? Et je dirais, en fait, on a l'impression qu'il y a de la concurrence déloyale du côté des États-Unis. Et en plus, la Chine a toujours un statut privilégié de pays en développement au sein de l'OSCE. Toujours. Ah bon, ils sont en train de revenir là-dessus. Parce que là aussi, un statut privilégié au sein de l'OMC. Donc l'Europe se retrouve avec l'IRA des Américains et un statut privilégié de la Chine au sein de l'OMC. On ne peut pas dire qu'elle ait tiré la bonne carte, en tout cas, sur l'économie. Alors comment on en sort? Le statut privilégié de la Chine à l'OMC, c'est du passé. Oh, c'est du passé. C'est vraiment du passé, parce qu'il ne me semble pas que ça soit tout à fait du passé. C'est du passé, Nicolas Bavrez. Sur le non-respect de toute forme de réciprocité, c'est du passé. Bon, revenons sur l'IRA, sur lequel... Mais il n'y a pas que qui respecte... Alors, l'IRA... Revenons sur l'IRA, sur lequel je trouve que nous nous concentrons... L'attention publique et politique se concentre excessivement sur l'IRA. Pourquoi ? La Chine, c'est de la concurrence déloyale. Attendez, on va y venir. La Chine, l'Europe et les États-Unis. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous d'accord pour décarboner nos économies le plus vite possible. Donc il y a une course à la green tech, comme on dit. Nous, Européens, nous le faisons avec toute une panoplie d'instruments, de marchés pour certains, le prix du carbone, de subventions, et nous mettons énormément de subventions. À quelle hauteur, justement, par rapport à des hauteurs qui sont tout à fait comparables avec les 500 ou les 700 milliards en question, si on en reste là. Nous le faisons avec de la régulation, nous le faisons avec de la taxation. Les Américains ne veulent pas mettre un prix au carbone parce que ça dérange les consommateurs et les industries. Oui, surtout les industries. Ils ont besoin de se décarboner, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des subventions. Donc la proportion de subventions dans la décarbonation américaine est beaucoup plus importante que chez nous. Elle se rapproche d'ailleurs de la proportion chinoise. Donc ne considérons pas qu'il n'y a
que l'IRA, c'est-à-dire des subventions. Donc il y a l'IRA plus encore d'autres gouvernement. subventions, ce que vous dites. Ne considérons pas que des subventions massives du gouvernement, sont le privilège des Américains, les Chinois le font, les Européens aussi. Si vous mettez bout à bout ce que nous dépensons au niveau européen et ce que nous dépensons au niveau national, on n'est pas loin des 500 ou des 600 milliards en question. Oui, sauf que ça n'est pas coordonné. Enfin, on est dans un... Pas forcément. Si, c'est relativement... Oui, alors, pas du tout. Venons au problème. Le problème, c'est que les modalités de ces subventions sont totalement contraires aux règles de l'OMC. Les Américains subordonnent l'octroi de ces subventions à des règles de contenu local qui sont en contradiction totale avec les règles de l'OMC. Et de ce point de vue-là, je critique la position européenne qui est de n'avoir pas moufté. La Commission européenne laisse faire ces Américains qui violent les règles de l'OMC, et ça veut dire en gros que dans la décarbonation, qui est la grande affaire des décennies qui viennent, ça va être le bazar au plan mondial. S'il n'y a plus de règles, et s'il n'y a aucune règle qui s'applique à personne, alors c'est la règle du plus fort. Et qui est-ce qui va dérouiller ? C'est pas tellement nous, les Chinois, ou les Chinois. Ce sont les pays en développement les plus pauvres qui, eux, n'ont absolument pas les capacités de financement, et c'est eux qui vont être désavantagés. L'Europe, de mon point de vue, ne doit pas laisser faire ça. Nicolas Bavrez. Alors, ça, c'est un aspect du problème. Mais je pense qu'on sera peut-être d'accord pour dire que je pense que l'Europe est en grand danger, parce que c'est quand même un continent dont la démographie est déclinante, où il n'y a plus de gains de productivité. Et maintenant, avec l'IRA, on va avoir du côté des États-Unis une énergie abondante, décarbonée, et qui va coûter entre un cinquième ou un tiers de ce qu'elle sera... Le coût du travail est inférieur à celui de l'Europe, avec beaucoup plus de flexibilité. Le capital est abondant et là encore, plus facile à déployer. Et en plus, on a des subventions considérables. Donc aujourd'hui, quand on regarde, il y a aussi des entreprises très emblématiques, l'automobile allemande qui met ses usines de batterie, Northvolt, et si vous voulez... Donc c'est bien une délocalisation, pour faire simple, des entreprises européennes vers les États-Unis. Et notamment, c'est surtout les entreprises chinoises qui sont visées. Hein. Pas plus, mais les européennes aussi. Notamment dans l'industrie. Et l'industrie, on sait tous que c'est... la capacité d'exporter, surtout la capacité d'innover. Donc, alors simplement, je reviens, et là où on est tous d'accord, c'est que font les Américains ? Le gouvernement américain défend les intérêts des Américains et des États-Unis. Il n'y a rien à dire. Ils font leur travail. En revanche, sauf qu'ils sont contre l'OMC, c'est ce que dit. Oui, mais l'OMC n'existe plus, il faut être clair. C'est une. Non, mais je pense qu'on peut vraiment le regretter, mais aujourd'hui, c'est une institution. Donc c'est la jungle, en fait. À l'état de mort-vivant. C'est ce qu'on a dit. C'est un monde de blocs, c'est un monde de rapports de force, c'est un monde de puissance. Évidemment qu'on peut le regretter, mais il ne faut pas confondre ce qu'on souhaite et ce qui est. Et l'Europe doit se préparer à se battre dans ce monde. Benjamin Correa. Oui, la première chose qu'il faut dire, c'est que le motif pour lequel on en est là, c'est-à-dire avec cette course à la décarbonation, entre guillemets, parce que je ne suis pas du tout sûr que c'est ça qu'ils font, qui sont en train de subventionner massivement les industries dites vertes, sûrement. Est-ce que ça va nous conduire à la décarbonation ? Ça c'est tout à fait, à mon avis, un autre problème. La première chose qu'il faut dire, c'est si nous en sommes là, c'est parce que nous avons développer un commerce mondial absolument déréglementé, c'est-à-dire réglementé par l'OMC, dans lequel toute possibilité d'introduire des clauses environnementales était exclue comme... Oh, ben écoutez, sinon on n'en serait pas là. Sinon on n'en serait pas là. Bien. Ceci est inexact. Non, ceci est parfaitement... Mais regardez l'état de la planète. Ça vient d'où ? Attendez. Non, mais attendez. Ça vient pas de l'OMC, si vous voulez bien, je veux intervenir. Mais plus personne n'en veut de votre OMC. Plus personne n'en veut. Comment dire ? Vous élevez tout d'un coup contre le fait que les États-Unis font l'IRA, mais quand Trump et quand on a pris l'ensemble des mesures qu'on a prises contre la Chine, par exemple, sur Huawei, sur TikTok, sous prétexte de sécurité nationale, alors que tout le monde sait que les États-Unis ont introduit un microphone dans le téléphone portable de Madame Merkel, bon, où est-ce qu'on est là ?
C'est quoi l'OMC? Bien. Donc, on est dans la fin de l'agonie. On est dans la fin de la... Et heureusement. Bien. Alors... un mot et Pascal Lamy réagit ensuite. Mais non, mais c'est... Sur l'Europe, c'est évident. Alors, sur l'Europe, ce que vous dites est vrai en apparence, mais est faux en réalité, parce que ce que vous additionnez, c'est un ensemble de mesures nationales disparates qui ne font absolument pas une stratégie, qui font des trous dans le gruyère par où tout le monde peut pénétrer, à la différence des États-Unis, qui ont une politique unique en tant qu'État-nation. Ils ont cet avantage et ils s'en servent. Donc, il est absolument évident, en tout cas de mon point de vue, que si on veut donner une chance à l'Europe, surtout compte tenu des déséquilibres sur le plan stratégique et militaire déjà constatés, si on veut lui donner une chance du point de vue industriel, il est plus que temps de mettre à l'ordre du jour une véritable politique industrielle orientée vers les technologies de demain et vers la transition écologique. Et c'est vrai que de ce point de vue, les petites mesures que l'Europe a prises, et qu'à la limite, elle ne peut pas en prendre plus, parce que le processus de décision et le budget de l'Europe, pour le moment, le budget de l'Union européenne, est tel qu'il est tout à fait dérisoire. Donc c'est vrai que, en plus du déséquilibre financier, militaire et technologique, on risque de rentrer dans une course sur les questions de l'industrie verte, entre guillemets, ou sans guillemets, avec un boulet au pied. Oui, c'est vrai. Pascal Lamy, répondez. Je réponds d'abord sur le point de savoir si c'est le commerce international qui est responsable du changement climatique. Non, évidemment que non. Ce qui est responsable du changement climatique, c'est le fait que depuis la révolution industrielle, on utilise des énergies fossiles, du charbon, du pétrole, du gaz, qui émettent du CO2 dans l'atmosphère. Et qu'on a organisé la circulation mondiale de tout ça. Et donc ça n'a rien à voir avec le commerce international, qui d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, a permis de localiser des productions où les effets environnementaux étaient moindres et à moindre coût pour la planète que ça n'aurait été autrement. Donc, ça n'a rien à voir avec le commerce international. Ça, c'est la sur je vous laisse cette responsabilité que l'État de la planète n'a rien à voir avec le libre-échange international. Non, sur l'Europe. Je vous laisse dire ça. Sur l'Europe. L'État de la planète a à voir avec le fait que tous nos systèmes de production rien à voir avec le sont basés sur l'énergie fossile et sur le fait qu'on a accepté un cartel depuis très longtemps sur ce point. D'accord sur l'idée qu'il faut que l'Europe avance davantage en matière d'autonomie, technologie, et qu'elle se dote d'une politique industrielle. Mais c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle a commencé à faire en matière commerciale, en durcissant son arsenal de politique commerciale depuis la commission précédente, en matière d'anti-dumping, en matière d'anti-subvention. Elle va suffisamment loin là-dessus. L'Europe a durci sa politique commerciale, notamment d'ailleurs en réaction aux aberrations tarifaires de M. Trump, contre lesquelles, d'ailleurs, cette fois-là, l'Europe a réagi. Parce oui, et ça a changé quoi? Et là, cette fois-là... Et ça a changé quoi? Elle est morte, la mondialisation. Non. Ça a changé le fait que... c'est un des points sur lesquels l'administration Biden a bougé. Donc, d'accord pour dire qu'il faut une politique industrielle européenne. On en prend le chemin. Breton, qui est responsable de ça dans la commission présidé par von der Leyen, a fait, de ce point de vue-là, je trouve, un très bon travail. Mais on a maintenant des itinéraires. Nous savons ce qu'on doit faire en 2050. Nous savons ce qu'on doit faire en 2035. Alors, avec quels moyens, pardonnez-moi, Pascal Lamy? Parce qu'en fait, Stéphanie, Philippe Aghion dit, attendez, je vous fais réagir, il dit, finalement, l'Europe, c'est un géant réglementaire et un nain budgétaire. Est-ce que c'est pas un peu ça? Beaucoup de règlements, pas beaucoup de budget. N'exagérons pas. Le principal outil de décarbonation de l'Union européenne, c'est de faire monter le prix du carbone, qui aujourd'hui est à 100 € la tonne, alors qu'il était à 10 il y a encore quelques années. C'est le seul endroit du monde où on fait effectivement un pricing sérieux qui va influencer les systèmes de production. Alors, comme il n'est pas le même ailleurs, il faut qu'on se dote d'un système à la frontière que l'Union européenne a mis en place, qui s'appelle l'ajustement en carbone à la frontière. J'ai d'ailleurs été un des auteurs et un des partisans de ce système, alors que ce n'était pas forcément le cas avant, compte tenu de la grande différence du prix du carbone en Europe et ailleurs. Ça, c'est notre instrument principal. On fait de la taxation, on fait de la régulation, on fait du pricing et on fait de la subvention. Et je répète que si vous mettez bout à bout toutes les subventions nationales et toutes les subventions européennes, y compris celles du paquet Ça fait combien? Vous COVID, avez un chiffre à peu près? Ça fait de l'ordre de 500 à 600 milliards.
Nicolas Bavrez. Alors, plusieurs choses. D'abord... Géant réglementaire, nain budgétaire. J'aime bien cette expression de Philippe Aghion. Première chose, le monde a basculé. On est maintenant dans un monde géopolitique et un monde où les États priment de nouveau sur les marchés. Donc, ce qui veut dire que dans le rapport de force, c'est vrai que l'Europe a tellement besoin des États-Unis aujourd'hui sur le plan militaire que, évidemment, ça pèse sur le fait qu'elle n'est pas très vaillante pour aller lutter contre l'IRA. Et ça pèse effectivement très fortement. Le problème de fond... Donc dans le rapport de force, elle est quand même pas très forte, parce qu'on parle de puissance européenne, là... Non, mais pour l'instant, ce n'est pas une Europe-puissance. Et la deuxième chose, quand on regarde l'histoire, là où les choses sont compliquées, c'est que cette Europe, elle a été précisément faite pour contourner le stratégique et le militaire. Elle a été construite sur l'échec de la communauté européenne de défense. On a fait du droit et du marché pour contourner le politique et le stratégique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire de la souveraineté et de la sécurité. Et ça, c'est un changement de logiciel complet. Et cette confédération d'États... Elle est lourde, elle est lente, elle est complexe, elle n'est pas faite en réalité pour faire de la gestion de crise. Donc elle se retrouve assez fortement déstabilisée. Donc elle essaye de bouger, mais qu'est-ce qui lui manque? Vous l'avez dit, il lui manque des ressources. Puisque aujourd'hui, on a vu que, si vous voulez, même le déploiement du fameux plan de relance de 750 milliards, aujourd'hui on en a dépensé moins de la moitié et on voit qu'en réalité ça ne marche pas. L'IRA, aux États-Unis, ça va être dépensé extrêmement vite, extrêmement fort et de manière extrêmement efficace. La deuxième chose qui manque, c'est une vraie union politique qui permette de décider plus vite et plus fort. Donc, et pour avoir une union politique, il faudrait avoir des États qui soient d'accord sur un projet européen, ce qui c'est le problème. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Benjamin Correa, juste une réaction. Oui. Est-ce que effectivement vous parliez de politique industrielle européenne? Est-ce qu'il pourrait y avoir une politique industrielle européenne axée sur l'innovation, par exemple un peu sur le modèle américain où il y a un DARPA, par exemple une agence qui puisse juger les projets sur l'innovation? Si c'était possible, ça aurait été fait depuis longtemps. Donc on renonce à une Europe de l'innovation. Sur le carbone, je voudrais juste vous rappeler, parce que vous ne l'ignorez pas, que le choix du marché carbone a été fait pour plaire aux Américains, parce que Clinton avait dit de la taxation, vous relisez vos classiques, de la taxation ne passera jamais aux États-Unis. Un marché, ça peut passer. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait le marché carbone dans lequel les Américains ne sont pas rentrés. Mais enfin, c'est même pas discutable. Non, mais attendez, je suis désolé, c'est parfaitement discutable. Ah bon, que les Européens avaient d'abord un projet de taxation et qu'ils l'ont transformé en un marché carbone? Absolument. Je demande au fact-checker de fact-checker. On va arrêter là parce que j'étais avec Delors pendant toutes ces années. Mais vous pouvez être avec qui vous voulez, je veux dire. Mais tout est documenté. Pendant 2 minutes, Benjamin, et vous reprenez la parole. Delors a mis sur la table un projet de taxe carbone qui n'est pas passé, compte tenu du fait qu'il faut l'unanimité pour la taxation en Europe. Et c'est à ce moment-là que, pour adopter quelque chose à la majorité, on a mis en place le système de pricing du carbone qu'on a maintenant. Alors, ce ne sont pas les Américains qui ont inspiré ceci. S'ils l'avaient inspiré, ils le pratiqueraient. Ils ne le pratiquent pas. Nicolas Bavrez, attendez, on avance. Pour avancer, peut-être d'ailleurs réconcilier un peu les points de vue. Il y a en tout cas une erreur de l'Europe qui m'apparaît claire, c'est qu'effectivement, l'Europe, elle a fait uniquement de la taxe et du règlement. Et elle a voulu faire en même temps un système qui baissait systématiquement le prix pour le consommateur. Et ce qu'on n'a pas vu, et ce sur quoi les Américains et les Chinois sont meilleurs que nous, c'est qu'ils mettent beaucoup d'argent sur la production et sur l'innovation. Voilà, Benjamin Correa. Ça, c'est une vraie erreur. On en revient à cette innovation. Pour finir sur ce magnifique marché carbone, ce qu'il faut quand même dire, c'est que pendant des années, et ça n'est que maintenant, le carbone a été distribué gratuitement aux entreprises qui ont fait de l'argent avec. Exact. Non seulement elles ont continué à polluer autant, voire davantage que par le passé, mais comme elles avaient de l'excès de carbone, elles ont fait de l'argent avec. Vrai. Et aujourd'hui, il y a un marché carbone parallèle dans lequel il y a encore des papiers dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel la tonne de carbone coûte 10 €. Donc vous voyez l'efficacité des mesures européennes. Alors maintenant, je voudrais revenir à votre question. Un IRA européen, pour terminer. Voilà. Donc un IRA européen ne me paraît pas possible. Sinon, ça serait fait depuis longtemps. Je veux dire, il y a tellement de forces divergentes à l'intérieur de l'Europe que ça ne se fera pas. Par contre, ce qui peut se faire,
c'est ce qui a été fait dans le cas d'Airbus, hein, dans le passé. C'est des coalitions de pays sur des projets particuliers. Il peut y avoir une coalition, c'est déjà le cas, il peut y avoir une coalition de pays sur les batteries, il peut y avoir une coalition de pays sur l'énergie en mer, il peut y avoir... Voilà. Donc, moi, je ne crois pas, malheureusement, compte tenu des divisions politique et de vision du futur à l'intérieur de l'Europe, que de la politique industrielle européenne au sens propre soit possible. Par contre, rien n'empêche des firmes, des pays de s'allier sur des enjeux stratégiques et vienne qui voudra. Et ceux qui ne viendront pas seront les battus de l'affaire. Pascal Lamy. Donc une agence européenne sur l'innovation, pardon de revenir à cette idée. Ça, vous pensez comme Benjamin Correc, c'est impossible? Il existe un programme cadre de recherche et d'innovation européen. Mais est-ce qu'il a assez de moyens, ce programme? Qui est en gros à 90 ou 100 milliards sur 6 ans, ce qui n'est pas mal, même si pour pas mal. ça ne pénètre... Oui, c'est pas mal. Pas mal. Comparé à d'autres pays, c'est pas mal. Bon. Mais pour venir sur la proposition des coalitions, entièrement d'accord avec ça. C'est d'ailleurs ce qui est prévu dans le cadre européen. Les coalitions en question sur les batteries, sur l'éolien en mer, bénéficient d'un statut spécial en Europe qui porte le doux nom de IPCEI. Ne me demandez pas exactement ce que ça veut dire. Ça fait l'objet de subventions et ça permet des ententes entre industriels que la politique de concurrence normale ne permet pas. Donc, oui, il faut aller dans cette direction, et je pense que c'est ce qui est en train de commencer à se passer. Est-ce que ça veut dire, Nicolas Bavrez, qu'on sort de la logique européenne qui était quand même plus une logique, je dirais, de part de marché? On séparait les groupes quand ils prenaient une part de marché trop importante. Est-ce qu'on s'orienterait vers quelque chose de plus qualitatif? Non, si vous voulez, c'est en train de effectivement, changer. l'idée que la seule régulation du grand marché, c'est le droit de la concurrence, et un droit de la concurrence perverti, parce que penser uniquement du point de vue du prix pour le consommateur et jamais de la production et des effets sur l'emploi. Et c'est pour ça qu'il y a eu des interdictions de rapprochement d'entreprises complètement aberrantes. Donc il faut en sortir. Et derrière, je le dis, c'est au-delà de cette grande transition qu'il faut faire pour prendre en compte la souveraineté et la sécurité. Et d'ailleurs, le problème se pose pour l'Union, il se pose pour les pays, il se pose aussi pour les entreprises, qui étaient toutes dans des logiques d'optimisation simplement des coûts et qui doivent maintenant intégrer la sécurité et dans leur chaîne de valeur. Donc les entreprises aussi sont confrontées à cette nécessité d'évoluer. Conclusion? Non, mais je crois que on converge un peu finalement tous les points, là-dessus. À savoir que la solution, elle est dans ces coalitions. Il faut que ces coalitions soient aidées. Et puis surtout, il faut tirer un trait définitif sur le primat absolu de la politique de la concurrence en Europe. Moi, ça fait 20 ans que je me bats contre ça. Et tirer un trait, parce que ça, de toute façon, c'est déjà fait, mais il faut l'enregistrer, sur le principe du libre-échange international. C'est là-dessus, Pascal Lamy ne sera pas d'accord avec vous. Merci. Je sais bien, c'est bien pour ça que je voulais conclure là-dessus. Benjamin Correa. Je n'ai jamais parlé de libre-échange. Jamais. Ouais. Jamais. L'OMC s'en est chargé. Il n'y a que les adversaires du libre-échange qui parlent du libre-échange. Oui. Moi, vous parlez de quoi? C'est quoi je suis partisan de l'ouverture des échanges. Ah oui, d'accord. On n'a plus le temps. Parlé de libre-échange. Merci Pascal Lamy d'avoir participé à ce débat. Sans régulation. Nicolas Bavrez, merci. Benjamin Correa, merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. C'est d'une nouvelle régulation.